Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet atelier dédié à la protection des données. Ce matin, j'ai le privilège d'accueillir Émilie Gallois sur le plateau de Cap Digital, responsable du pôle transfert à la délégation Île-de-France de l'INPI. Bonjour Émilie. Bonjour Jennifer. Nous allons dédier cet atelier à la protection des données. On va commencer par faire un bref rappel de qui nous sommes, qui est Cap Digital. On vous rappellera quelques chiffres, l'accompagnement également R&D. Mais avant de commencer, je vous rappelle les règles du webinaire. Donc évidemment, vous pouvez interagir dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter, à nous dire qui vous êtes et votre intérêt pour cet atelier. En revanche, pour poser des questions, il faudra bien utiliser l'onglet Questions qui se trouve normalement à droite de votre écran pour que nous puissions les relayer en fin de webinaire à Émilie et pour qu'elle puisse vous répondre en direct. Voilà, nous n'aurons peut-être pas le temps de relayer toutes les questions, mais nous ferons en tous les cas le maximum pour y répondre. Tout au long du webinaire, vous pouvez interagir. Nous allons vous poser quelques questions également, donc n'hésitez pas à répondre à ces questions en live pour animer le débat avec notre intervenante. Donc voilà, donc pour commencer, une petite présentation de Cap Digital. Donc Cap Digital, qui sommes-nous? Nous sommes un pôle de compétitivité, le pôle de compétitivité de la transition numérique et écologique. C'est un pôle qui rassemble environ 1000 structures adhérentes, avec une majorité de start-up et des PME, mais également des grands comptes, des laboratoires qui nous accompagnent, ainsi que des collectivités et des fonds d'investissement. Donc Cap Digital, c'est plus d'une centaine d'événements par an, auxquels vous participez tous. D'ailleurs, vous êtes très nombreux ce matin à vous être inscrits à cet atelier. Vous étiez plus de 400, donc merci à vous de continuer à nous suivre et merci pour votre intérêt dans les ateliers que nous proposons. Nous sommes également adossés avec un réseau d'experts, de plus de 160 experts qui nous aident en permanence et nous accompagnent sur nos différents sujets et notamment sur l'accompagnement à la R&D que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà pour rappeler quelques chiffres. Donc Cap Digital, c'est quoi? C'est évidemment l'accompagnement à la R&D. J'ai le plaisir avec l'ensemble de l'équipe recherche, développement, innovation d'accompagner les porteurs de projets sur leurs besoins en financement privé et public. Donc nous avons accompagné depuis le début du pôle plus de 3000 projets. Et labelliser plus de 1500 de ces projets avec de nombreux lauréats qui font aussi la fierté du pôle. Nous sommes également un pôle qui permet d'accélérer votre développement avec des programmes d'accélération dédiés, mais également avec oh, excusez-moi, je perds mes mots, avec des actions d'open innovation et de transformation numérique qui sont réalisées en partenariat avec soit des collectivités, soit des grands donneurs d'ordre. Merci Émilie. Nous sommes également bien représentés au niveau européen. Effectivement, nous sommes un des plus gros pôles européens. Nous accompagnons, comme au niveau régional et national, les porteurs de projets sur les appels à projets européens, mais également une grosse compétence dans l'équipe Europe pour répondre à des appels à projets européens et permettre d'accéder à ces financements européens en faisant du financement en cascade. Donc, depuis le début du pôle, c'est plus de 42 projets européens qui ont été gagnés par Cap Digital et 230 structures partenaires de Cap Digital que l'on a amenées sur la scène européenne. Donc pour nous rejoindre, c'est simple, nous sommes une association loi 1901, donc il suffit de devenir membre pour accéder à tous nos services. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé par les différentes verticales que je viens de vous présenter.
Et on va faire juste un petit focus sur l'accompagnement recherche et développement de Cap Digital. Il consiste en quoi cet accompagnement? Il consiste à des événements de sensibilisation comme cet atelier ce matin avec Émilie, mais également lors de nos R&D Corner mensuels où on peut balayer un petit peu tous les appels à projets de recherche et de développement qui pourraient vous aider à accélérer votre développement. On vous reçoit pour faire des diagnostics de votre projet et regarder la compatibilité avec les sources de financement. Et puis également réserver à nos membres tout ce qui est mise en réseau, mise en relation, recherche de partenaires, expertise et labellisation évidemment de votre projet grâce, comme je le disais en préambule, à notre réseau d'experts. Et puis ensuite, on vous accompagne tout au long de votre projet sur des événements, de la mise en visibilité de vos succès et de la valorisation également de vos succès industriels ou commerciaux. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Émilie qui va vous présenter un petit peu les différents aspects de la protection des données. Donc merci encore Émilie d'être parmi nous et je te laisse la parole. Merci Jennifer, merci à tous. Bonjour, je suis vraiment très heureuse d'être là et de co-animer ce webinaire avec Cap Digital. Alors pourquoi est-ce qu'on a trouvé intéressant de vous présenter ce webinaire et cette thématique en particulier? À l'INPI, nous sommes au quotidien au contact des startups, des PME, des porteurs de projets, dans tous les secteurs de l'économie que l'on peut imaginer, de manière très vaste. Ça peut concerner la cybersécurité, ça peut concerner le domaine du divertissement, le médical, le sport, la deep tech évidemment, la chimie, etc. Et on remarque que toutes ces entreprises, quel que soit le secteur d'activité dans lesquels elles travaillent, elles sont toutes concernées par la transformation digitale. Les données, les logiciels, les interfaces se retrouvent bien souvent au cœur de leurs problématiques et au cœur de leurs enjeux lorsque la valeur, le business model et l'avantage compétitif n'est pas lui-même directement concerné par les données. Donc avec Jennifer et avec Cap Digital, il nous a paru essentiel d'aborder un certain nombre de buzzwords, blockchain, open source, algorithmes, logiciels, data, cette fois-ci sous l'angle de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle et comment il vous est possible de protéger et de valoriser ces créations intellectuelles. Donc on va voir la propriété intellectuelle, pourquoi, pour qui. On va voir ensemble quelques bonnes pratiques que vous pouvez tous mettre en œuvre et ensuite je rentrerai plus dans le détail de la protection des programmes, de la protection des bases de données, de la protection des étapes fonctionnelles et des algorithmes. Alors avant de parler de propriété intellectuelle, il est nécessaire de revenir sur le rôle de la propriété intellectuelle. Finalement, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça concerne? La propriété intellectuelle, avant toute chose, c'est un contrat social. C'est un contrat social, ça veut dire que, en contrepartie d'un monopole accordé à une personne physique ou une personne morale, un monopole, c'est-à-dire un droit exclusif d'exploiter cette création, eh bien, en contrepartie de ce monopole, le titulaire, personne physique ou personne morale, va être dans l'obligation de rendre cette création accessible à tous. Alors, ces créations intellectuelles, elles sont de deux ordres. Soit ce sont des créations de nature appropriable, soit ce sont des créations de nature inappropriable. Parmi les créations inappropriables, il y a les idées. On dit souvent que les idées sont de libre parcours. Un exemple, si je vous dis que je veux créer un réseau social pour permettre à des gens de se rencontrer par affinité, je peux très bien développer Facebook, je peux très bien développer LinkedIn, je peux très bien développer Mythic. Et pour autant, chacune de ces créations part de la même idée. Donc les idées sont de libre parcours et ne sont pas appropriables.
De la même manière, les créations qui sont déjà vues, déjà connues, qui appartiennent à d'autres, ne sont pas appropriables. C'est ce qu'on appelle du plagiat. Les formules mathématiques, les découvertes et les théories scientifiques ne sont pas appropriables. Ça fait partie du domaine de la connaissance générale. On peut valoriser le chercheur qui a découvert ces éléments-là en lui remettant une médaille Fields ou un prix Nobel, mais la personne qui a eu un prix Nobel sur une méthode mathématique n'aura pas un titre de propriété industrielle. Tout le reste, toute la partie de droite de ce schéma, qui concerne cette fois-ci les créations appropriables, peuvent faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Alors aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur tous les titres. On verra en priorité les innovations protégeables comme des inventions, les bases de données et les codes de programmes d'ordinateur. Alors, la propriété intellectuelle est presque partout. En effet, deux notions fondamentales à retenir, c'est qu'il n'existe pas un droit de propriété intellectuelle, mais il existe des droits de propriété intellectuelle qui vont dépendre, dans leur modalité, dans leurs critères de validité, elles vont dépendre de la nature des créations qui y sont soumises. Et la deuxième chose à retenir quand on parle de propriété intellectuelle, c'est qu'on ne peut parler de contrefaçon, on ne peut mettre en œuvre une action en contrefaçon que lorsque l'on détient un titre de propriété intellectuelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres actions. Vous connaissez tous l'action en concurrence déloyale, le parasitisme, l'action en responsabilité civile, contractuelle, délictuelle. Ça, ce sont des actions que l'on peut mettre en place en complément d'une action en contrefaçon, à la condition qu'on détienne un titre de propriété intellectuelle. Alors, la propriété intellectuelle, elle est composée de deux branches. La première branche, c'est la branche propriété littéraire et artistique. Et cette branche, propriété littéraire et artistique, elle comporte trois volets. Le premier volet, c'est le droit d'auteur. Le deuxième volet, ce sont les droits voisins. Le droit voisin, l'un des droits voisins les plus connus, c'est le droit des artistes-interprètes d'une chanson, ou le droit d'un traducteur. Vous avez une œuvre en langue anglaise et vous avez des traducteurs dans d'autres langues. Les traducteurs bénéficient d'un droit voisin au droit d'auteur. Et enfin, un droit que l'on verra un peu plus en détail aujourd'hui, c'est le droit sui generis des bases de données. Il y a une deuxième branche dans la propriété intellectuelle qu'on appelle le droit de la propriété industrielle. Alors, quelle est la différence entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique? C'est très simple. Un droit de propriété industrielle, il ne peut naître que d'un dépôt au sein d'un office étatique. En France, l'office étatique, c'est l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, et vous avez un office de propriété intellectuelle dans tous les États. Et donc, dès lors que vous déposez le titre, vous êtes en présence d'un droit de propriété industrielle. A contrario, la propriété littéraire artistique naît à partir de la création de l'œuvre. Donc, dans la propriété industrielle, vous avez notamment le droit des brevets, le droit des marques et le droit des dessins et modèles. Et aujourd'hui, on parlera un petit peu plus du droit des brevets. Et enfin, on ne peut pas parler d'actifs immatériels sans aborder la question du savoir-faire. Un savoir-faire, ça permet de valoriser une connaissance qui est premièrement identifiable, deuxièmement substantielle et troisièmement transmissible. Le savoir-faire, il est indissociable de la mise au secret, de la confidentialité des informations, et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental qu'on reverra par la suite. Alors, une fois qu'on a défini les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire, eh bien, pour en tirer des bénéfices, pour le valoriser, cela va passer par des contrats, par des clauses contractuelles. J'aime bien comparer les droits de propriété intellectuelle avec une résidence secondaire. Vous avez une résidence secondaire
que vous exploitez, c'est-à-dire vous y allez tous les week-ends. Vous y allez tous les week-ends et vous ne voyez pas forcément ça comme une charge, puisque finalement vous y passez du bon temps, vous allez payer des impôts locaux et des taxes, mais finalement vous allez vivre dans cette maison. Il y a une deuxième option, c'est que votre maison de campagne, vous la mettiez en location. Vous la mettiez en location sur des plateformes d'échange de maisons. Donc ça veut dire que votre maison de campagne, vous allez l'exploiter et vous allez la valoriser. Un titre de propriété intellectuelle, c'est la même chose. Soit vous allez l'exploiter en propre, vous allez vous-même produire les innovations qui découlent de vos brevets, de vos marques, etc. Soit vous allez concéder des licences, vous allez donner le droit à un tiers, exclusif ou non exclusif, d'exploiter votre titre de propriété intellectuelle ou votre savoir-faire. Donc la propriété intellectuelle, en fait, elle doit résonner dans tous les contrats, que ce soit un contrat relevant du droit du travail avec vos salariés, un contrat qui porte sur l'accueil d'un stagiaire, un contrat de prestation avec des fournisseurs, des accords de consortium, des contrats de confidentialité, des CGU, des CGV, j'en passe et des meilleurs. À chaque fois que vous allez avoir une interaction qui va utiliser vos actifs immatériels, vous devez penser clause de propriété intellectuelle. Et c'est pour ça, finalement, que la propriété intellectuelle, elle est tout autour de nous, elle est partout. Et dans la vie de l'entreprise, elle se situe à tous les niveaux de l'organisation, au niveau du top management, au niveau des ressources humaines, au niveau de la R&D, de la RI, de la production, du commercial et du marketing. Et c'est d'ailleurs ce qu'on se disait en début de webinaire, en off, avant de commencer, que justement, peut-être, il fallait bien réfléchir à cette stratégie dès le début de son entretien. Le plus tôt possible, absolument. Et le plus tôt possible. Absolument. Alors, quelques bonnes pratiques. Alors justement, Jennifer, tu me fais une transition toute trouvée. Au début de votre projet, quel qu'il soit, innovant ou marketing ou serviciel ou industrie manufacturière, au début du projet, vous ne savez pas forcément comment vous allez valoriser ou diffuser ce produit ou ce projet. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous preniez la décision, que vous puissiez déposer à terme un brevet, que vous en ayez l'envie ou que, au contraire, vous préfériez valoriser votre création au moyen du savoir-faire, dans les deux cas, la confidentialité, c'est la clé. La prudence est de mise parce que pour obtenir un brevet, l'une des conditions, c'est la nouveauté. Et pour valoriser un savoir-faire, l'une des conditions, c'est la mise au secret. Donc déjà, les deux bonnes pratiques, c'est premièrement préserver le secret, apposer la mention confidentielle sur des documents sensibles, sensibiliser tous vos salariés à l'importance de garder confidentielles des informations qui n'ont pas à être diffusées, faites signer des NDA, des accords de confidentialité, et surtout éviter de communiquer sans avoir réfléchi en amont comment vous allez valoriser ces créations. Ce secret, le corollaire de la mise au secret, c'est l'importance de formaliser et de dater vos créations. En effet, le plus tôt possible, il va falloir que vous décriviez en détail les éléments de votre produit, de votre service, de votre projet, et que vous formalisiez et que vous datiez auprès d'un tiers de confiance ces informations. Alors des tiers de confiance, en réalité, il en existe de nombreux. Il existe les agents ministériels assermentés. Vous connaissez tous les notaires et les huissiers qui sont habilités à dater les apports intellectuels que vous leur présentez. Il existe des solutions numériques, que ce soit l'e-solo, qui est une enveloppe solo qui fonctionne un peu comme un coffre-fort numérique au sein de l'INPI. Il existe le cahier de laboratoire numérique qui est accessible par le réseau Curie.
Il existe l'APP, l'Agence pour la protection des programmes, Logitas, qui est une société anonyme, la Société des compositeurs et auteurs multimédia, la Société des gens de lettres, etc. Donc, formaliser et dater et déposer auprès d'un tiers de confiance. À quoi ça va servir de formaliser et de dater? Ça va vous permettre, en cas de litige, en cas de plagiat, d'être en capacité de prouver à un juge que vous étiez titulaire de ces connaissances et que vous étiez titulaire de ces connaissances avant un acte de plagiat. Ça peut également, ça va également faciliter des négociations avec des partenaires. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, ça va vous permettre, ça va être un draft par rapport à la rédaction d'un futur dépôt de titre de propriété industrielle comme un brevet ou un certificat d'utilité. Alors, une petite question qu'on a eu envie de vous poser avec Jennifer. Selon vous, les protocoles blockchain sont-ils des alternatives à des dépôts probatoires traditionnels? On entend par dépôts probatoires traditionnels des supports originaux, c'est-à-dire un exemplaire original qui serait stocké par un tiers de confiance dans un serveur, dans une autorité centrale qui fait foi. On va vous laisser quelques secondes pour répondre. On vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à voter, à nous donner votre avis. Ne vous inquiétez pas, on ne saura pas qui a répondu bon ou mauvais. On donnera juste les chiffres. Voilà, il y a un onglet sondage. N'hésitez pas à regarder l'onglet sondage pour pouvoir répondre en direct à notre petit sondage. Alors, il vous reste quelques secondes pour voter. Et on attend les résultats avec impatience. Alors, pour l'ensemble et la majorité des gens, c'est faux. Est-ce qu'ils ont bien fait ou pas? Ils ont bien fait. En effet, on va revenir sur finalement à quoi ça sert la blockchain et qu'est-ce qu'on considère comme éléments probatoires qui peuvent servir de preuve. Alors, il faut remonter un petit peu à la définition. Pour servir de preuve, le document, quelle que soit la manière dont il est matérialisé, ne doit pas pouvoir être modifié. Ça nécessite qu'il doit être pérenne. Ça nécessite que même si vous modifiez, vous avez l'impression de rajouter une information mineure, eh bien malheureusement, le fait que vous ayez modifié votre document, ça va avoir un impact sur le fait qu'il ne pourra plus servir de preuve. Donc dès le départ, il va falloir que vous inscriviez tous les éléments nécessaires, suffisants et indispensables. Petit rappel sur ce qu'on appelle les protocoles blockchain. En français, ce sont des dispositifs électroniques d'enregistrement partagé. Et ce sont des protocoles en fait qui sont décentralisés. On n'est plus dans une autorité de stockage unique. On est sur des protocoles qui permettent de dater, d'horodater, des empreintes qui sont inaltérables et qui sont partagées entre tous les membres de cette communauté, de cette blockchain. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la technologie blockchain, les protocoles blockchain, elles permettent de faire le lien entre un fichier et son empreinte numérique. Alors, sans rentrer dans le détail de la technique, vous allez avoir un document à l'origine qui va subir un hachage cryptographique et ça va créer une empreinte, ça va créer un certificat. Ce certificat, il peut être très utile lorsque vous faites un transfert de licence. Par exemple, je transfère mon droit de propriété industrielle à Jennifer. Merci. Et donc là, je vais ancrer dans la blockchain le fait que la titularité a changé de main. C'est ce qu'on peut appeler des smart contracts. Par contre, si je décide de dater une création dans la blockchain, il faut savoir que
mon fichier en tant que tel ne sera pas contenu dans la blockchain. C'est l'empreinte de ce fichier qui sera contenue dans la blockchain. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que c'est à l'utilisateur de s'assurer que le fichier qui est le reflet de cette empreinte sera conservé de manière pérenne, de manière à ce que s'il y a un litige en contrefaçon, un juge qui va être amené à comparer l'empreinte et le fichier ne doit pas constater la moindre modification du fichier d'origine. Si vous modifiez ne serait-ce qu'une virgule dans le fichier d'origine, le fichier et l'empreinte ne matcheront plus et la preuve ne sera pas recevable. Donc, un deuxième point, la blockchain ne permet pas de vérifier la véracité de ce qu'on y inscrit. C'est-à-dire qu'on peut très bien voler ma création, l'ancrer dans la blockchain, et le voleur, en l'occurrence, ne sera pas l'auteur. Donc la blockchain n'est pas là pour vérifier la véracité des informations que vous y inscrivez, uniquement l'intégrité d'une empreinte. Alors, peut-être que pour aller un tout petit peu plus loin, l'intérêt de recourir à la blockchain, il va dépendre de l'objectif que vous recherchez. Si vous souhaitez conserver une empreinte, un acte de propriété, et que vous n'avez que besoin d'un horodatage, la blockchain a un intérêt certain. Si en revanche, vous souhaitez qu'un tiers de confiance conserve un contenu pour prouver plus tard le fait que vous êtes titulaire d'une connaissance, eh bien malheureusement, la blockchain ne peut pas se substituer à un tiers de confiance et à une autorité centralisée. Juste pour l'anecdote, en 2018, un tribunal chinois a reconnu la validité d'une preuve déposée sur une blockchain. Aujourd'hui, en Europe, en France, aux États-Unis, ça n'a pas encore été utilisé par des tribunaux pour reconnaître des preuves, des dépôts probatoires. Et juste peut-être une autre anecdote, vous savez qu'il existe deux types de blockchain, les blockchains publiques comme Bitcoin par exemple, et des blockchains privées. La différence fondamentale entre ces blockchains publiques et ces blockchains privées, c'est que dans une blockchain publique, vous n'avez pas de responsable. C'est-à-dire que si la blockchain est défaillante, si vous ne retrouvez pas les informations que vous y avez ancrées, vous ne pouvez vous retourner contre personne. Les blockchains privées, pour pouvoir y contribuer, donc la blockchain privée, tout le monde peut l'observer, mais seules les personnes qui signent le contrat d'usage peuvent en faire partie. Donc là, effectivement, comme vous avez quand même des clauses contractuelles pour pouvoir accéder à ces blockchains, il y a un petit peu plus de verrous légaux. Alors, tout à l'heure, on parlait du savoir-faire. Pour mémoire, le savoir-faire, il va vous permettre de valoriser des connaissances qui sont substantielles, qui doivent être identifiées et qui sont de nature transmissible. Par opposition, une expertise ou un tour de main qui sont intimement liés à la compétence d'une personne ne sont pas des savoir-faire. Quelques bonnes pratiques en matière de savoir-faire. La première des bonnes pratiques, on l'a vu tout à l'heure, c'est de formaliser, de dater et de faire des dépôts probatoires de vos savoir-faire. Ça va vous permettre de protéger et de valoriser. Cette valorisation du savoir-faire, il faut que vous la réalisiez avant tout transfert à un quelconque partenaire et elles peuvent concerner des informations de nature très différente. Le savoir-faire, il peut porter sur des résultats d'essais. Il peut porter sur une liste de composants ou d'éléments dont vous avez connaissance. Ça peut porter sur des banques de connaissances, ça peut porter sur des plans, sur des schémas, sur des méthodes organisationnelles, sur des méthodes marketing, sur des méthodes de production et sur des informations organisationnelles. Ce qui est important, c'est quand vous êtes amené à échanger dans le cadre d'un futur partenariat, tant que vous n'avez rien conclu, vous pouvez, le cas échéant, communiquer sur des résultats, jamais sur les moyens qui vous ont permis d'arriver à ces résultats.
Et la deuxième information essentielle, c'est que les informations confidentielles, stratégiques que vous détenez, elles ne doivent pas être échangées, sauf lorsque vous avez un accord de collaboration qui est signé, sauf ou lorsque vous avez un accord de licence qui est signé. Alors, j'ai résumé sur cette slide une bonne pratique qui peut vous permettre de pérenniser votre savoir-faire. Ça consiste tout simplement en la rédaction d'une bibliothèque de savoir-faire. Vous pouvez créer des fiches de savoir-faire qui sont toujours faites sur un même modèle. La première information, ça va être de décrire la nature des connaissances qui constituent ce savoir-faire. L'autre information qui est fondamentale, c'est qui a contribué à cette technologie, à quelle date vous avez été en capacité de formaliser ce savoir-faire. Quel est le numéro d'enregistrement? Si par exemple vous avez fait un dépôt à l'APP, une enveloppe solo, un dépôt chez un notaire ou chez un huissier, vous avez forcément un numéro. Donc il faut référencer ce numéro dans votre fiche de savoir-faire. Vous allez aussi avoir des incrémentations. Ce savoir-faire, il n'est pas statique, vous allez l'évoluer. Donc là aussi, il est important d'incrémenter, de numéroter la version. Et enfin, de la même manière que vous allez être en capacité d'identifier quels sont les brevets, par exemple, qui sont dans tel ou tel projet, il est très fortement conseillé d'indiquer les savoir-faire qui sont dans tel ou tel projet, de manière à ce que quand vous ferez une revue de projet, vous saurez exactement quels sont les savoir-faire qui impactent ce projet. Un autre élément important, c'est que vous soyez en capacité d'identifier le degré de valeur de ce savoir-faire comme avantage concurrentiel pour l'entreprise. Est-ce que c'est une valeur très stratégique? Est-ce que c'est une valeur confidentielle parce que difficile à reconstituer? Et enfin, pour tout le public qui va être amené à connaître ce savoir-faire, il est fondamental de lui définir un niveau de confidentialité. Est-ce que c'est un niveau strictement confidentiel? Est-ce que c'est un niveau diffusion restreinte? Ou est-ce que c'est un niveau confidentiel? Et enfin, une fois que vous avez rédigé ces fiches de savoir-faire, il va falloir constituer une bibliothèque. Cette bibliothèque, là aussi, vous avez deux possibilités. Soit cette bibliothèque, vous allez la stocker dans un outil qui va être largement ouvert en interne dans votre entreprise, mais dans ce cas-là, ça nécessite de sensibiliser tous les collaborateurs. Ou alors, vous pouvez opter pour un outil, un serveur avec une limitation stricte et un accès limité en interne. Donc il va falloir penser au stockage, il va falloir penser à la revue, de la même manière que vous faites des revues de produits, des revues de brevets, il va falloir faire des revues de savoir-faire. Quel est le process de formalisation? Quelle est la fréquence avec laquelle vous allez incrémenter savoir-faire? Et enfin, bien évidemment, il va falloir créer des sommaires, des listings de fiches dans des tableurs eux-mêmes sécurisés. On va passer maintenant à la protection des programmes d'ordinateur et aux bases de données. Alors, très brièvement, quand on parle de logiciel, en fait, on englobe plusieurs concepts. Il n'existe pas de définition juridique du logiciel. Par contre, on sait qu'un logiciel, c'est l'assemblage de programmes d'ordinateur, de code source, de code objet, de code exécutable, de procédés, d'algorithmes, de règles et de bases de données. Et donc, tous les éléments que je viens de citer, les programmes informatiques, les bases de données et les algorithmes, ce sont des actifs immatériels, valorisables, qui peuvent être protégés par de la propriété intellectuelle. Alors, le premier d'entre eux, les codes sources, les codes objets, les interfaces homme-machine. C'est une branche donc, de la propriété intellectuelle qui est protégée au moyen du droit d'auteur. Le droit d'auteur, j'y reviendrai juste après, le critère essentiel du droit d'auteur, c'est l'originalité. Ce qui veut dire que, je parlais tout à l'heure de plusieurs réseaux sociaux, en fonction, de la même manière, en fonction de la nature du programme d'ordinateur que vous voulez faire, si nous sommes plusieurs programmeurs, si nous sommes plusieurs personnes à utiliser des langages informatiques différents, on va se retrouver tous
avec des codes sources différents. Et donc c'est pour cette raison-là que les codes sources sont protégeables au titre du droit d'auteur. Et donc on va considérer que le droit d'auteur, il va naître à partir de la création de ce code source. Et bien évidemment, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour pouvoir faire valoir votre droit d'auteur, il n'existe pas d'office, il n'y a pas de dépôt de titre de propriété industrielle, c'est un droit de propriété littéraire artistique, et donc il va falloir vous ménager des preuves de date de création, c'est-à-dire déposer vos codes sources auprès d'un tiers de confiance, généralement l'Agence pour la protection des programmes ou Logitas notamment. Alors, le droit d'auteur, justement. Le droit d'auteur, il a deux prérogatives. Il a une prérogative qu'on appelle les droits moraux et il a une prérogative qu'on appelle les droits patrimoniaux. Les droits moraux, ce sont tout simplement les droits de l'auteur. On dit qu'ils sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles. Ça veut dire que si vous manquez de respect à la paternité d'une œuvre morale, il n'y a pas de prescription sur cette action. Pourquoi est-ce que j'ai mis entre parenthèses le droit au respect de l'œuvre et le droit de repentir? Tout simplement parce que lorsqu'on parle de logiciel, lorsqu'on parle de code, de programme d'ordinateur, le droit au respect de l'œuvre et le droit de repentir n'existent pas. Tout simplement parce que s'ils existaient, on ne pourrait pas modifier des bugs, on ne pourrait pas faire évoluer des programmes. Donc le droit au respect de l'œuvre et le droit de repentir n'existent pas dans l'informatique. Et enfin, la deuxième prérogative du droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, c'est-à-dire la partie qui peut permettre d'obtenir des royalties, des redevances de licence lorsqu'on va concéder des licences d'exploitation sur des codes sources, sur des programmes d'ordinateur. Et c'est grâce à ces droits patrimoniaux que vous allez avoir un droit de communication et de reproduction de l'œuvre. Alors, deuxième question. Alors notre deuxième petit sondage, donc de la même manière, je vous invite à vous référer dans l'onglet sondage et de venir répondre à cette question. En intégrant un code open source dans un logiciel, on n'a plus à se préoccuper de la propriété intellectuelle. Vrai ou faux? On vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question et nous donner votre avis en direct. Moi-même, je vais répondre sans évidemment connaître du tout la réponse. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Bon, on va arrêter le vote maintenant à une large majorité. Vous avez répondu faux. Formidable. Et effectivement, c'est totalement faux. C'est une croyance malheureusement, alors finalement pas tant partagée et j'en suis vraiment ravie. Donc la réponse est faux. C'est quand on intègre de l'open source dans un logiciel, il faut continuer à se préoccuper de la propriété intellectuelle. Pourquoi? On va revenir peut-être à la définition de ce qu'est un code sous licence libre. Donc on distingue deux catégories de logiciels. On distingue les logiciels dits propriétaires qui ont une licence d'exploitation propriétaire et enfin les logiciels libres qui dépendent d'une licence libre. La particularité d'un logiciel propriétaire, c'est que le donneur de licence, le titulaire, n'autorise que deux choses. Il autorise premièrement à utiliser le logiciel lorsqu'on est autorisé à le faire, mais ça veut dire que utiliser le logiciel, on n'a pas le droit de le décompiler, on n'a pas le droit d'accéder au code source. Et la deuxième chose, c'est que le licencié qui a le droit d'utiliser ce logiciel, il a le droit de faire une copie de sauvegarde. A contrario, lorsque l'on parle de licence libre, le donneur de licence, il va accorder au licencié
4 libertés. La première liberté, c'est que le titulaire de cette licence, il va avoir le droit d'exécuter le programme pour tous les usages, sans discrimination. La deuxième liberté, c'est qu'il va pouvoir étudier le fonctionnement du programme. Étudier le fonctionnement du programme, ça nécessite nécessairement la décompilation et l'accès au code source. La troisième liberté, c'est que le titulaire, le licencié, il va avoir le droit de modifier ce code source, de redistribuer des copies et pas une seule copie. Et le cas échéant, il va avoir le droit de vendre des copies. C'est possible. Et enfin, la quatrième liberté, c'est que s'il modifie ce code, il va aussi avoir le droit de publier ses améliorations à titre gratuit ou à titre onéreux. Alors, il est fondamental de garder à l'esprit qu'un logiciel libre n'est pas un logiciel tombé dans le domaine public et que quand on travaille avec de l'open source, on n'est pas libre de droit et on n'est pas exempt d'obligations. Pour vous expliciter un petit peu plus dans le détail les 3 types de licences libres qui existent, j'ai utilisé des logiciels que vous connaissez très certainement. Le premier logiciel, c'est GIMP, qui est un logiciel de retouche d'images. Ce logiciel GIMP, il est un logiciel libre sous licence GPL v3. GPL, c'est-à-dire General Public License. Quand vous utilisez GIMP, vous avez le droit de le décompiler. Vous avez le droit de regarder derrière le capot comment ça fonctionne. Vous avez le droit de le modifier. Vous avez le droit de corriger des bugs, d'améliorer certaines fonctionnalités. Et dans ce cas-là, toutes les modifications que vous allez réaliser sont, elles aussi, sous licence GPL v3. Et puis, vous avez la possibilité de réaliser des plugins, des add-ons. Je suis allée fouiller un petit peu et j'ai trouvé effectivement un plugin qui s'appelle DDS Plugin qui vient se plugger sur le logiciel GIMP. Ce plugin, c'est une œuvre de combinaison. Elle sera nécessairement sous la même licence que le logiciel d'origine, c'est-à-dire sous licence GPL v3. Les licences GPL, les licences AGPL, les licences EUPL, c'est ce qu'on appelle des licences à copyleft fort. Il existe un autre type de licence libre qu'on appelle des licences à copyleft faible. Cette fois-ci, on est sur des licences Mozilla, Eclipse ou LGPL. Alors, l'exemple que vous connaissez forcément tous, c'est le navigateur Firefox, mais j'aurais pu choisir Thunderbird ou LibreOffice, qui sont sous une licence Mozilla, en l'occurrence. Et dans ce cas-là, quand vous allez modifier le code source de Firefox, cette modification va nécessairement être sous la même licence libre que le logiciel d'origine, c'est-à-dire sous licence Mozilla, c'est-à-dire à copyleft faible. La différence par rapport au cas précédent, c'est que si vous créez un add-on, si vous créez un plugin, donc là, j'ai choisi le plugin Enhancer for YouTube, eh bien, ce plugin, vous allez pouvoir le mettre sous la licence d'exploitation de votre choix, y compris sous une licence propriétaire. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des licences libres à copyleft faible. Et pour terminer, la dernière typologie de licence, c'est ce qu'on appelle les licences permissives. Alors, les licences Apache, les licences de l'université de Berkeley, Berkeley Software Distribution et les licences du MIT X11 sont des licences dites permissives. Alors, si on prend le logiciel Spark, par exemple, donc Spark, c'est un moteur d'analyse unifié pour du traitement de données à grande échelle, autrement dit, pour travailler sur du big data ou du machine learning. Donc, ce logiciel, si vous le modifiez, si vous corrigez des bugs, la modification, vous allez pouvoir la diffuser dans la licence de votre choix, que ce soit une licence à copyleft fort, à copyleft faible, permissive ou propriétaire. Et de la même manière, si vous créez un plugin, donc là j'ai trouvé un plugin qui s'appelle Rumble,
Ce plugin, là encore, vous allez pouvoir la diffuser sous la licence de votre choix. Copyleft fort, copyleft faible, permissive ou propriétaire. Ce qu'il est important de souligner aussi, c'est qu'il existe certaines licences libres, à copyleft fort notamment, qui interdisent le dépôt de brevets sur des algorithmes. Donc même quand vous prenez la licence qui donne le plus de droits, il n'y a pas d'exemption d'obligation derrière. Alors les conséquences, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez créer une œuvre numérique, que vous allez intégrer des briques logicielles, que vous allez intégrer des bibliothèques qui existent déjà, et parce que vous ne voulez pas réinventer la roue et parce que vous voulez être efficace et efficient, la question juridique qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que vous avez le droit de combiner ensemble des briques logicielles et des bibliothèques qui sont régies par des licences qui ont des philosophies très différentes? Là, vous voyez que j'ai assemblé une brique Apache, une brique AGPL, une brique GPL v3. Et ça, malheureusement, juridiquement, c'est pas tenable, c'est interdit parce que les contrats s'opposent les uns les autres. Une avant-dernière question. Une avant-dernière question, effectivement. Donc, de la même manière, c'est à vous. On vous laisse voter dans l'onglet sondage. L'agrégateur des informations dans une banque de données détient un droit de propriété intellectuelle, vrai ou faux. C'est à vous. Je vais également voter. Donc voilà, continuez à voter dans l'onglet sondage. Et la réponse de ce sondage va apparaître comme par magie à l'écran. C'est très équilibré, effectivement. Et la réponse est oui. La réponse, alors j'ai volontairement noyé un peu le poisson puisque j'ai utilisé agrégateur d'informations dans une banque de données. J'aurais tout aussi bien pu vous demander si le producteur d'une base de données pouvait détenir des droits de propriété intellectuelle. Et la réponse, c'est oui. Alors peut-être que pour expliciter un peu la réponse, on va revenir sur le rôle d'un producteur de base de données. Le producteur d'une base de données, c'est le titulaire, la personne physique ou morale qui va prendre les risques et les risques d'investir, les risques des investissements financiers, matériels et humains pour faire de la collecte, pour faire de la vérification et pour faire de la présentation d'un contenu de base de données. Une base de données, là aussi, littéralement, c'est quoi? Une base de données, c'est une collection organisée d'informations, et ces informations, elles doivent être stockées de manière systématique et individuellement accessible. Donc ce producteur de base de données, c'est celui qui va prendre les risques et les investissements pour collecter, vérifier et présenter ces informations. En fait, dans la base de données, il y a 3 éléments de propriété intellectuelle. Il y a les données d'une part, il y a l'architecture de la base de données d'autre part, et il y a le contenu de cette base de données. Je vais commencer par le contenu, justement. Vous êtes une entreprise qui développe une plateforme de musique en ligne. Vous êtes une entreprise qui développe une application pour mettre à disposition vos séries préférées. Ou vous êtes une entreprise dédiée à des géomètres et vous mettez à disposition des informations géolocalisées. Ou alors vous êtes une société de services qui propose à ses utilisateurs une application qui permet d'identifier toutes les places de stationnement disponibles dans une agglomération. Vous avez tous collecté de l'information, vous avez vérifié cette information et vous l'avez présentée d'une certaine manière pour que dans les applications, vos utilisateurs puissent accéder individuellement à des informations.
eh bien, le producteur de cette base de données, dès lors qu'il va consentir des investissements substantiels, humains, matériels, financiers, pour créer cette base de données, il va avoir une protection de 15 ans à compter du 1er janvier qui suit la mise à disposition de cette base de données. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez consentir des investissements supplémentaires, vous allez recruter des data scientists au bout de 5 ans, vous allez investir dans des serveurs, vous allez investir vous allez remettre une somme d'argent non négligeable, eh bien cette protection de 15 ans, elle va être prorogée à nouveau de 15 ans. Alors, là encore, c'est le droit sui generis de la base de données, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie de la branche propriété littéraire et artistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas d'office de propriété industrielle auprès de qui déposer cette base de données. Par contre, il va falloir que vous formalisiez, datiez et stockiez vos informations, donc que vous réalisiez des dépôts probatoires qui vont vous permettre de prouver en cas de contrefaçon, l'acte de contrefaçon. Une décision de jurisprudence récente qui concerne Le Bon Coin contre entreparticuliers.com. La société entreparticuliers.com avait fait une extraction substantielle d'une partie de la base de données et a été condamnée en appel pour contrefaçon au bénéfice du Bon Coin. Donc, le producteur de la base de données, en pratique, il va être protégé d'une extraction partielle ou totale du contenu de la base de données. Dans la base de données, je l'ai dit à l'instant, il y a une autre partie qui concerne cette fois-ci la donnée en elle-même et l'architecture de la base de données. Là encore, si vous êtes un producteur d'une base de données et que vous faites une anthologie des Beatles, ou que vous faites une plateforme de musique en ligne, chacune de ces données peut, si elle est originale, être protégée au titre du droit d'auteur. Et c'est indépendant du droit du producteur de la base de données. Et enfin, l'architecture, cette fois-ci, si on est sur une base de données numérique, eh bien forcément, l'architecture, ce sera un code source. Et donc, comme on l'a vu juste avant, le code source peut être protégé au titre du droit d'auteur. Donc, dans les deux cas de figure, que ce soit le contenu, que ce soit l'architecture, la base et les données, il va falloir vous ménager des preuves de date de création. Alors on va passer à la dernière partie qui concerne cette fois-ci les étapes fonctionnelles et les algorithmes. Et je commence par une question, la dernière cette fois-ci. La dernière question. Donc pareil, je vous invite à aller dans l'onglet sondage pour répondre à cette question. Le logiciel n'est pas brevetable en France et en Europe. Est-ce vrai ou faux? Donc on vous laisse pareil quelques secondes pour répondre à ce petit sondage. Voilà, n'hésitez pas à voter. Voilà, moi j'ai voté. Pour l'instant, c'est assez équilibré. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette question. Voilà, les résultats vont apparaître à l'écran. Allez, on arrête les votes. À 52%, 3%, c'est faux. La réponse est faux. Là aussi, on est très équilibré. Ouais. Alors, c'est un peu normal que ce soit équilibré, puisqu'en fait, j'ai volontairement posé une question qui n'est pas très claire. Il y avait un piège dans ma question. Le piège de ma question, c'est le mot logiciel. Comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de définition légale d'un logiciel. Par contre, si on identifie juridiquement qu'est-ce qui compose un logiciel, il y a plusieurs choses. Il va y avoir les programmes, code source, code objet, les règles et les procédés de fonctionnement. J'aurais pu poser la question différemment et j'aurais pu vous demander un algorithme ou un procédé est-il brevetable en France ou en Europe? Donc il faut revenir à la définition d'un algorithme. Un algorithme, c'est quoi?
C'est une succession finie et non ambiguë d'instructions, d'étapes qui permet de résoudre un problème. Un algorithme tout simple, ça va être une recette de cuisine. Je vais suivre des instructions dans un ordre défini, non ambigu, pour réaliser une recette, pour réaliser un gâteau, par exemple. Il est bien évident que quand je réalise un gâteau, je ne réalise pas, je résous pas un problème technique. De la même manière, si je dis je sors de Cap Digital, je tourne 2 fois à droite, 1 fois à gauche, 2 fois à droite, et j'arrive par exemple à la mairie, je n'ai pas résolu un problème technique. En revanche, si la succession des étapes permettent de résoudre un problème technique, alors je suis dans la définition classique d'un brevet. Un brevet, c'est une solution technique à un problème technique. Et donc la question que j'aurais dû vous poser, c'est pas est-ce que le logiciel est brevetable? La question que j'aurais dû vous poser, c'est est-ce qu'un algorithme informatique, est-ce qu'un procédé, une succession d'étapes peut être de nature technique? Et là, la réponse c'est oui. C'est pas parce que l'algorithme ou le procédé il est mis en œuvre par un ordinateur qu'il devient non brevetable. Et à contrario, c'est pas parce qu'un procédé ou une méthode n'est pas brevetable qu'en la numérisant, elle va le devenir. Donc là, cette fois-ci, on est vraiment dans la succession d'étapes techniques pour résoudre un problème. Et si le caractère technique est avéré, alors oui, c'est protégeable au moyen du brevet. Pour mémoire, un brevet, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai dit, un brevet, c'est une solution technique à un problème technique. Ce brevet, il n'existe pas de brevets mondiaux. Il existe des procédures de demande de brevet international. Il n'existe pas de brevet mondial, ce qui veut dire que vous allez devoir désigner les territoires sur lesquels vous souhaitez protéger votre invention. Une fois que vous avez défini que votre innovation est une invention, c'est-à-dire que c'est une solution technique à un problème technique, l'Office va vérifier 3 critères. Le premier critère, c'est la nouveauté. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous n'aviez pas envisagé en amont de votre projet que vous alliez déposer un dépôt de brevet et que vous avez diffusé largement votre innovation, malheureusement, le critère de nouveauté est caduc et vous ne pourrez plus obtenir un brevet. Le deuxième critère de brevetabilité, c'est l'activité inventive. Autrement dit, si un homme du métier connaît plusieurs enseignements, plusieurs éléments éparses, est-ce qu'avec ses connaissances, il est capable de reconstituer votre invention? Et enfin, le troisième critère, c'est est-ce que votre procédé est susceptible d'application industrielle? En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas avoir d'aléas. Si vous réalisez un procédé et qu'à chaque fois que vous réalisez ce procédé, vous obtenez un résultat différent, ça veut dire que ce n'est pas susceptible d'application industrielle parce que les aléas sont trop importants. Donc la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle sont les critères fondamentaux de la brevetabilité. Et enfin, un brevet, ça peut être protégé pendant 20 ans maximum, à la condition que vous versiez des annuités, donc des taxes annuelles. Alors, il me semblait important de prouver ce que je viens de vous dire par un exemple concret. Donc là, c'est un brevet. Donc à gauche, c'est une demande de brevet. Vous le voyez parce que c'est marqué European Patent Application, et vous voyez que le code, c'est un code A1. Sur la droite, en revanche, vous avez un brevet européen délivré et vous pouvez le voir avec le titre European Patent Specification et vous pouvez le voir aussi avec la lettre B1. C'est ce brevet délivré par l'Office européen des brevets, il porte sur un dispositif de connexion qui a été déposé par Netflix. On est sur du 100% logiciel, on est sur un algorithme. Je vous ai mis le lien URL de la demande de brevet pour que vous alliez la lire en détail. Vous verrez que vous avez des étapes d'appariement d'un dispositif à un autre. Vous avez des étapes de cryptographie, vous avez des étapes de chiffrage, de déchiffrage et de vérification de l'appariement. Et c'est ni plus ni moins
que les étapes d'un algorithme logiciel. Après, la matérialisation selon un code source, ça relève du droit d'auteur. Alors, j'en ai fini pour cette présentation. Si vos projets ou si les entreprises qui nous écoutent ont des questions sur la propriété intellectuelle, au sein de l'INPI, nous sommes 80 chargés d'affaires, juristes en propriété intellectuelle ou ingénieurs brevets. Et notre travail, en fait, c'est d'accompagner au quotidien les entreprises pour les aider à identifier la stratégie de propriété intellectuelle qu'il est important de mettre en place au regard de leur roadmap et au regard de leur stratégie globale. Par ailleurs, si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur la nature brevetable ou protégeable de vos créations, sachez qu'en Île-de-France, nous organisons des consultations gratuites avec des avocats spécialistes en propriété industrielle, avec des conseils en propriété industrielle, spécialistes du droit des marques, des dessins et modèles et des brevets, et avec des ingénieurs examinateurs de l'INPI. On a un portail de données qui vous permet de retrouver tous les titres de propriété industrielle déposés. Donc je vous ai montré un exemple avec le brevet européen, mais vous pouvez retrouver toutes les marques, tous les dessins et modèles et tous les brevets déposés qui ont cours en France. Et enfin, si le sujet vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement un guide qui s'appelle le guide du management de la propriété intellectuelle, qui est réalisé de manière très pratico-pratique, puisque vous avez des fiches mémo qui vous permet, notamment il y a une fiche mémo sur le savoir-faire, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur comment formaliser votre savoir-faire, il y a une fiche mémo sur ce sujet-là, il y a une fiche mémo sur les revendications d'une demande de brevet, sur la fiscalité, etc. Et enfin, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous joindre à l'adresse ile-de-france@inpi.fr. Je vous remercie et je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Émilie. Alors effectivement, c'était parfait et il y a pas mal de questions, des questions auxquelles tu as déjà répondu. Ce qu'on peut vous proposer avec Émilie, c'est que je vais envoyer toutes vos questions à Émilie et que Émilie pourra y répondre en direct et on pourra nous diffuser avec le replay du webinaire de ce matin les réponses à vos questions. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous tourner vers l'INPI, vers Émilie. Si vous avez des questions en direct, comme l'a rappelé Émilie, il y a un certain nombre de chargés d'affaires, exactement. Alors, je cherchais le mot service, mais chargés d'affaires, ça marche aussi, qui sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Donc, je vais peut-être répondre à quelques questions, mais comme le temps file, voilà, je n'aurai pas le temps de toutes les poser. Une question peut-être de Yanis qui demande s'il y a des programmes qui testent la compatibilité des licences quand on assemble plusieurs briques pour les logiciels. Absolument. Il existe des solutions, je ne sais pas si on entend bien, il existe des solutions techniques aujourd'hui qui scannent votre code et qui vont être en capacité d'identifier le code et la licence qui est attachée. Alors, je ne vais peut-être pas forcément citer des marques, mais il y a beaucoup d'outils qui existent à ce sujet, qui scannent le code et qui sont en capacité d'identifier la licence rattachée à ce code. Il y avait également une question relative à l'organisme auquel il faut se retourner en fonction de si notre besoin de protection est plus, on va dire, en France ou à l'international. Est-ce que du coup les organismes peuvent changer et à quel organisme vers quel organisme faut-il se tourner? Alors, effectivement, la propriété industrielle, c'est territorial. Il n'existe pas un titre de propriété industrielle mondiale. Ça n'existe pas. Deux informations peut-être pour répondre à cette question.
L'INPI, comme je vous l'ai dit, on est 80 chargés d'affaires en France, on est 25 en Île-de-France, on est 80 sur toute la France, mais on a 10 collègues qui sont à l'international, au sein des ambassades, et à eux 10, ils couvrent des zones, et en fait, on couvre 100 pays au total. Quand vous avez des questions en matière de propriété intellectuelle qui visent les Émirats arabes unis, la Russie, la Corée, le Brésil, le Pérou, etc., nous, à l'INPI France, on va vous mettre déjà en relation avec cet expert basé au sein des ambassades, déjà pour que vous puissiez déminer le terrain, que vous puissiez comprendre la culture locale en matière de propriété industrielle et que qu'on puisse vous expliquer les spécificités de la législation dans ces pays-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, je ne sais pas, vous développez une application, par exemple, ou vous développez un produit et votre marché n'est pas français. Vous avez identifié que votre marché, il est uniquement aux Émirats arabes unis ou uniquement en Asie. Dans ce cas-là, évidemment, ça n'a pas forcément d'intérêt de déposer votre titre de propriété industrielle sur le territoire français. Sauf si on imagine qu'il y a de l'importation de contrefaçon. Mais, parenthèse fermée, vous n'avez pas forcément besoin de déposer un titre de propriété en France. Eh bien, il va falloir vous orienter vers soit les offices nationaux, l'office coréen, l'office chinois, l'office des Émirats arabes unis, etc., etc. Et sinon, pour plus de facilité, il existe des offices à des niveaux régionaux. Donc, au niveau des brevets, il existe l'Office européen des brevets. Au niveau des marques, il existe l'EUIPO, l'Office européen en matière de propriété intellectuelle. Et il existe l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Ces offices, ils vont vous permettre, en une procédure, de viser plusieurs États, et chacun de ces États fera ensuite l'analyse de la validité des titres. Donc voilà, peut-être que la bonne pratique, c'est contactez-nous, et en fonction des territoires que vous visez, nous, on va vous mettre en relation avec les personnes ressources sur place. De ce fait, on a balayé quand même pas mal de questions. De toute façon, tu es disponible. Tu répondras à toutes les questions. Également, on peut, nous, côté Cap Digital, vous mettre en relation avec Émilie ou un autre chargé d'affaires. On est également là pour ça, pour vous accompagner sur votre stratégie. Je pense que si on résume, c'est vraiment penser à votre stratégie de protection des données dès le début, consigner tout ce que vous faites, appliquer des process de la même manière que vous appliquez d'autres process, appliquer aussi des process en matière de propriété intellectuelle. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai retenu des grands messages de cet atelier de ce matin. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Émilie. Oui, peut-être un mot pour compléter ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, la propriété intellectuelle, c'est vraiment l'affaire de tous au sein de l'entreprise. C'est pas que l'affaire du secteur R&D, c'est pas que l'affaire des designers. On voit bien qu'avec la transformation digitale, la donnée, elle est partout. Les bases de données, de fait, sont partout. Les applications numériques sont partout. Et le fait de sensibiliser tout l'écosystème et toute l'entreprise va faire en sorte qu'on va pouvoir valoriser de la connaissance dont on n'avait pas forcément conscience qu'elle était valorisable. Et comme tu l'as très bien dit, Jennifer, cette étape-là, plus tôt elle sera faite, et mieux ce sera, parce que vous éviterez les écueils de vous dire « Ah, mais ça avait de la valeur et je ne peux plus le protéger ». Merci beaucoup, avec Émilie. plaisir, merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. On vous retrouve mardi dans 15 jours pour le R&D Corner. N'hésitez pas à nous contacter pour quel que soit votre besoin et nous ferons le lien avec l'INPI. Merci beaucoup à l'INPI et merci à toi, Émilie, d'avoir été là ce matin et merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre lors de ce webinaire. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.